Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour la présentation du livre d'Henry Landès, Hello Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère. Je souhaite remercier Anne pour l'organisation des Cafés d'Anne.com et je voudrais saluer aussi Eliamin Soum qui n'est pas là ce soir, mais qui fait partie de notre équipe, grand parrain des Cafés d'Anne.com et le grand témoin, puis Aurélie Lou qui est à l'appareil photo, et notre caméraman naturellement, Adrien, qui est là pour nous ce soir. J'aimerais remercier Henry Landès aussi d'être avec nous ce soir. J'aimerais en fait qu'il y ait une vraie discussion qui s'installe entre vous et l'auteur, parce que là on va parler d'un sujet qui en ce moment préoccupe beaucoup de monde, c'est les élections aux États-Unis. Et quelques semaines avant les élections est sorti aux éditions Maximilo, Hello Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère. On retrouve dans ce livre, grosso modo, tous les ingrédients qui vont amener Donald Trump à la victoire. C'est un livre un peu prémonitoire d'une certaine manière, sans croire finalement que l'impossible pouvait arriver, et c'est arrivé. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'auteur, celui qui est l'auteur de ce témoignage, qui est un livre témoignage enquête auprès de jeunes Américains. Et Henry est un franco-américain qui est né à New York il y a 30 ans, d'une mère française et d'un père américain, qui a grandi à San Francisco. Et toutes ces années américaines étaient plutôt dans l'American Dream, quoi. C'était quelque chose de très beau, très sympa. Et il y a 7 ans, il est venu en France. Il venait régulièrement en France, je crois, pendant ces jeunes années. Sauf qu'il y a 7 ans, il décide de ne plus quitter la France. Et c'est à partir de là qu'il regarde l'Amérique de loin. Et qu'à partir de ce moment-là, il a un regard très critique sur l'Amérique, depuis le français qu'il est, vers les États-Unis et le pays dans lequel il a grandi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette arrivée, justement, Henry, en France et ce que tu y découvres? Oui. Bien, je suis venu en France pour des raisons familiales. Pour tout dire, je suis venu pour l'enterrement de ma grand-mère maternelle et je suis jamais reparti. J'étais censé être en train de faire des tournois de tennis au Canada juste avant, et puis forcément décès dans la famille, je viens ici en France, à Paris. Il y a des délais dans les procédures administratives pour l'enterrement, et donc tous les jours depuis, je suis reconnaissant envers la famille de ma mère, envers ma grand-mère, parce que j'ai décidé sur un coup de tête. Je ressentais une identité que je n'avais pas explorée chez moi. Et je suis resté en France et je me réjouis de cette décision qui a été pas du tout prévue. Je suis resté avec quasiment un peu plus qu'un sac à dos, la moitié de mes affaires de tennis, alors que j'essayais de faire du tennis professionnel à ce moment-là. C'est pour ça que je devais faire... Tu es bien classé d'ailleurs, tu étais 170e américain, je crois. Oui, j'ai décidé de rester parce que j'ai ressenti ce côté de mon identité que je n'avais pas exploré. J'ai beaucoup aimé découvrir le pays en tant que jeune adulte. J'ai découvert qu'il y avait un modèle social qui concrètement affectait de manière positive la vie des jeunes qui essayent de s'installer, qui essayent de faire des études plus longtemps, qui essayent de se soigner. Parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs systèmes, dont le système de santé, dont l'accès à l'enseignement supérieur, qui sont plus coûteux de manière générale. C'est une approche très différente à l'économie, mais à plusieurs secteurs de l'économie. Je vois des limites très importantes à ces approches-là. Il y a de quoi apprendre des deux pays, mais je trouve que là, les Américains se sont remontés contre des limites de leur système qui est d'une certaine manière excessivement privatisé, qui ne protège pas les personnes qui sont les plus fragiles, et surtout les personnes qui sont nées dans des conditions difficiles, et qui, à cause de ces conditions-là, ont quand même du mal à s'en sortir. Et les statistiques le montrent, la mobilité sociale aux États-Unis n'est pas ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qui est imaginé en parlant du rêve américain. Et encore une fois, je ne suis pas un anti-américain. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont pas taxé de ça, mais qui m'ont demandé est-ce que tu vas, Henry, vers une... Non, c'est parce que je suis en colère en fait. Je trouve que depuis 35 ans, il y a de plus en plus de tendances sur le plan politique, économique, social, environnemental, santé publique et même politique étrangère et extension un peu de la violence américaine à travers des interventions militaires,
ces tendances-là, je trouve, ont pris une direction néfaste pour les Américains et les personnes autour dans le monde entier. Et ce qui me rassure, c'est que ce sont des décisions politiques que j'ai essayé d'identifier qui ont conduit à ces effets-là. Et ce qui me met en colère, c'est précisément la même raison, c'est que ce sont des décisions politiques qui ont été prises. Et je souhaite dénoncer ces décisions politiques-là et dire qu'il y a d'autres options à chaque fois. Il suffit d'avoir une approche un peu historique, regarder ce qui s'est passé depuis 35 ans et réaliser que ces choses-là se sont toutes passées en même temps. Donc c'est pas surprenant que les Américains s'expriment pour un changement de paradigme. Et ensuite, il faut choisir la bonne personne pour opérer ce changement. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincu, voire je suis assez contre la personne qui a été élue, autant pour comment cette personne réfléchit et ce qu'il veut faire, que par la façon dont il a mené campagne. Il y a une anecdote que tu racontes quand tu dis que lorsqu'on as reçu ta carte vitale en France, un modèle social qui nous parle à tous et qui est complètement acquis, ça t'a fait quelque chose et ça t'a fait réfléchir effectivement. Quand on sait qu'aux États-Unis, quand on travaille sans compter ses heures, on a du mal à se faire soigner les dents, à acheter des lunettes ou ce genre de choses-là, qui ici, en tout cas en France, ton aide mutuelle en tout cas, sont plutôt accessibles. À ce moment-là, tu te dis quoi finalement? Je me suis dit que le mot carte vitale était bien choisi parce que j'avais l'impression, effectivement, c'est vital de pouvoir alléger. Et quand j'ai commencé, forcément, j'étais venu en France, la première chose que je devais faire, c'était me faire opérer de l'épaule. Après un an, c'était la première, et j'étais dans le cabinet du médecin, j'en ai vu plusieurs, et il y a des fois où je suis allé, j'ai jamais payé quoi que ce soit, parce qu'ils estimaient avec la carte vitale, c'était voilà. Aux États-Unis, ça m'aurait au moins coûté 6 000 €, voire 10. Et je les ai consultés, en plus les chirurgiens aux États-Unis, je voulais être sûr dans mon choix, est-ce que je fais ça ici en France, loin de ma famille, ou est-ce que je le fais. Mais la réalité, c'est que je m'étais investi émotionnellement aussi dans la France, dans mon projet personnel ici en France, et j'ai reconnu les effets de ce modèle. La CAF, pareil, pour payer le loyer. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des abus du système pour une mini-minorité et qu'on aime exploser dans les médias. La réalité, c'est qu'il y a un système aux États-Unis qui est en fort contraste avec ce qui a été construit ici pendant des années, autour du contrat social. Et ils sont en train de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ici. Des citoyens qui votent beaucoup avec le Parti républicain et qui votent beaucoup avec le Parti démocrate, des deux côtés sont en faveur, par exemple, de la réforme de santé qu'a essayé de mettre en place Barack Obama. C'est-à-dire les 49 millions de personnes aux États-Unis qui n'avaient aucune assurance maladie en 2009. Il y en a beaucoup qui, si on leur dit demain, on va enlever Obamacare, et Donald Trump disait qu'il fallait enlever Obamacare pendant sa campagne, le lendemain il dit qu'il va en garder une grande partie, parce qu'il réalise que c'est criminel presque de leur enlever ça, c'est les 20 millions qui se sont inscrits à Obamacare. Ces personnes-là, des deux côtés, ils veulent juste se soigner. Quand ils sont malades, ça coûte extrêmement cher. Avant cela, c'était une question de on va aux urgences et ça coûte un bras pour se soigner. Pour la grippe, il y a des milliers de personnes qui mouraient de la grippe aux États-Unis parce qu'ils n'avaient aucun moyen de se soigner. Donc ça, c'est juste un exemple, c'est un exemple important. Très important. Parce que ça crée encore plus d'endettement, ça nuit au pouvoir d'achat, ça nuit à la stabilité financière et au bien-être des citoyens. Dans la première puissance du monde, on puisse mourir de la grippe, effectivement, c'est inquiétant, d'autant plus qu'on sait que Obama, en tout cas au moment où il a mis en place cette assurance santé, a vu l'opposition des républicains lui freiner, lui barrer la route systématiquement. Il a quand même réussi à la mettre en place. Il a réussi parce que pendant 2 ans, il avait encore une majorité démocrate au Congrès. C'est seulement pour ça. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont tout bloqué le reste. Ils savaient qu'il devait mettre sa plus grande réforme tout au début, quand il avait un peu d'élan après son élection. Et à partir de 2 ans à la présidence, les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, ils ont bloqué tout le reste. C'est-à-dire que pendant 6 ans, ils ont bloqué la politique d'Obama. C'était une cohabitation, comme l'équivalent d'une cohabitation en France. Justement, c'est ça qui aussi surprend aux États-Unis, c'est qu'on a un système législatif qui est assez étrange. On a un président qui est élu, et puis il y a la Chambre des représentants et le Sénat, où les élus sont élus pour combien de temps? 2 ans si on est à la Chambre des représentants, 6 ans si on est au Sénat. Et donc,
J'aimerais bien que tu nous expliques justement la façon dont, quand la Chambre des représentants, c'est les députés d'une certaine manière. Quand un député arrive au sein de l'Assemblée, il a 2 ans devant lui. Combien de temps il travaille effectivement, puisqu'on sait qu'en général, les députés aux États-Unis fonctionnent en tout cas avec des levées de fonds pour financer leur campagne. Donc on peut considérer que sur 2 ans, c'est très difficile de mener un travail politique au sens étymologique du terme. Quand on sait que les députés, donc les membres de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale, sont élus pendant seulement 2 ans, ça veut dire le lendemain, ils sont déjà en train de faire campagne pour leur réélection. Si on regarde la courbe qui représente les dépenses en financement privé des campagnes, la courbe est exponentiellement vers le haut à partir des années 70, années 80. Ils ont décidé de ne plus mettre des plafonds sur les sommes qui pouvaient être versées, les sommes d'argent privé qui pouvaient être versées dans les campagnes électorales, en s'appuyant sur la Constitution et sur l'amendement de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y avait une interprétation de le fait de donner de l'argent privé aux responsables politiques et aux candidats. C'est de la liberté d'expression. C'est de la liberté d'expression de pouvoir donner des... Alors, ça n'a pas toujours... C'est une longue histoire de 1 siècle, les financements privés des campagnes, et forcément la corruption de la politique est aussi vieille que la politique elle-même. C'est une corruption légale finalement. Mais là, c'est une corruption qui est légale, si on peut la caractériser comme telle. C'est comme ça en tout cas que tu la qualifies dans ton livre. Quoi. Oui. Mais on sait que les lobbies jouent un rôle très important. Mais il y a 20 fois plus de lobbyistes à Washington que de députés et de sénateurs. Les lobbies sont employés par les députés pour organiser leur activité de levée de fonds pour les campagnes. C'est-à-dire que les politiques aux États-Unis sont à la merci des lobbies finalement. Il y a quand même, oui, pour les dire les choses assez clairement. Parce qu'on peut prendre un exemple très simple sur les armes aux États-Unis. Je crois qu'il y a 900 millions d'armes aux États-Unis. Je crois qu'il y a 3 armes par habitant. Il y a à peu près, non, c'est 1 arme par habitant, mais certains habitants en ont jusqu'à une vingtaine, 50, mais pas tous les. C'est pour ça que chaque citoyen n'en a pas. Et on sait qu'aujourd'hui la NRA joue un rôle très actif pour empêcher justement les représentants du peuple américain de légiférer contre la libre circulation des armes. On se souvient de Barack Obama qui a versé une larme. Pendant un discours, suite à une des tueries, il en a eu 17 je pense, pendant ses mandats, de tueries qui ne sont pas forcément des homicides au quotidien, parce que 35 personnes aux États-Unis sont tuées à cause par balle chaque jour. On peut considérer, pardonne-moi, que c'est l'équivalent d'une guerre civile. Il y a une guerre civile par an aux États-Unis en fait. C'est 30 000 personnes par an qui sont tuées par balle chaque année. Et j'aime bien comparer ce chiffre-là au nombre de personnes qui sont tuées par le terrorisme aux États-Unis, qui est dans la dernière décennie un petit peu au-dessus de 3 000 en comptant les 2 000 du World Trade Center. Et l'obsession qu'il y a sur lutter contre le terrorisme, je trouve, est remis dans un contexte pour moi déplorable quand on regarde le fait qu'on n'arrive pas à protéger les Américains entre eux, à cause d'accidents et surtout de certaines zones qui subissent un taux de criminalité très élevé. Et quand il n'y a pas un accès aux armes à feu qui est un peu plus maîtrisé, ce qui est le cas, ça ouvre forcément la porte à de nombreux décès chaque jour. En fait, ce que tu dis, c'est que le fait de ne pas légiférer sur la libre circulation des armes est un acte terroriste d'une certaine manière. Je mets des guillemets, mais c'est le terrorisme de l'intérieur finalement. On peut le qualifier d'une certaine manière comme ça. Pour moi, en tout cas, c'est une aberration de la politique américaine de dépenser presque 600 milliards de dollars par an sur l'armée, qui est donc plus que les 7 pays qui suivent en termes de budget militaire, et de ne pas vouloir légiférer pour qu'il y ait juste des contrôles un peu sur une loi nationale. Parce que là, on parle de loi nationale qu'il faut. Parce qu'il y a des États fédérés qui mettent en place des lois à l'échelle de l'État pour contrôler un petit peu l'accès aux armes. Après, la circulation entre des États n'est pas du tout contrôlée, c'est la libre circulation. Donc forcément, il y a des limites très importantes sur le fait de chaque État qui décide comment réduire l'accès aux armes. Mais il y a une aberration de regarder de manière, je pense, obsessionnelle depuis 35 ans, même depuis avant, pendant la guerre froide,
les dépenses militaires comme un moyen pour sécuriser la nation quand on a des tueries tous les jours à cause d'une circulation des armes totalement libérée. Et le fait qu'à peu près 40% des Américains aient une arme à feu, qu'il y ait une arme à feu en circulation pour chaque Américain, et des inégalités sociales très fortes, et ce phénomène des inner cities, comme on dit en anglais, ces banlieues, pas ces banlieues, ces centres-villes, ces zones très urbaines qui subissent un enfermement économique et social, où c'est extrêmement difficile, si surtout on est noir, si on a une femme en plus, avec 2 enfants qui a 3 métiers, qui subissent aussi une politique d'incarcération, aussi comme mettre des pansements sur les problèmes, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus... Les Américains, c'est 5% de la population mondiale, c'est 25% de la population incarcérée au niveau mondial. C'est énorme quand même, oui. 25% de la population incarcérée, c'est-à-dire qu'il y a 3% des Américains qui sont en prison, c'est ça? Ça, je ne veux pas faire le calcul très vite. Je crois que j'ai lu ce chiffre quelque part, je ne veux pas te dire de bêtises, c'est pour ça que je te pose la question, mais c'est quand même énorme. C'est un tiers des hommes noirs qui vont... La politique pénale américaine est complètement aussi sous la coupe des lobbies finalement, aussi. Parce qu'il y a donc le lobby des armes à feu, représenté surtout par l'Association nationale du fusil, the National Rifle Association, et le lobby des prisons privées, qui est aussi un lobby très fort, très puissant, qui a dépensé des millions depuis une décennie pour influencer les politiques publiques. Au niveau fédéral, les démocrates ont réussi à sortir un petit peu de ce système des prisons privées. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu davantage sur les prisons privées, parce que pour nous ici français, c'est quand même assez surprenant que ce soit des sociétés privées qui gèrent l'incarcération des détenus. Est-ce que tu peux un petit peu rentrer dans le détail concernant ce système-là? Parce que je crois que la plus grosse société justement de prison aux États-Unis est cotée en bourse. C'est incroyable. Ça va venir en France. Ah oui, très très rapidement. Plus rapidement. Ce qui est dommage, parce qu'on revient un petit peu sur cette idée-là. C'est-à-dire maintenant les prisons privées opèrent au niveau des États fédérés et ne sont plus utilisées comme un outil du gouvernement fédéral pour gérer les personnes incarcérées. Les prisons privées ont des accords avec les collectivités locales, avec les États fédérés, pour qu'il y ait une sorte de subvention, mais surtout c'est aussi juste une économie toute simple. Ça coûte cher aux prisonniers d'être emprisonnés, et ils ont une économie, il y a toute une économie, même une économie au black au sein des prisons, qui s'est développée aux États-Unis depuis une décennie. Il y a l'économie de la justice quand on sait que par exemple le procureur aux États-Unis est élu par les habitants. Oui. Alors il peut promettre d'incarcérer davantage les trafiquants de drogue, etc. Mais on se retrouve avec des personnes qui sont appréhendées par la police avec quelques grammes, tantôt d'héroïne, de cocaïne ou d'herbe, et qui peuvent prendre des peines de prison qui sont juste hallucinantes. Ça peut être 40, 50 ans, 60 ans. Oui. Tout ça, c'est pour faire tourner justement la machine privée de la pénitentiaire américaine, d'une certaine façon. Le système pénitentiaire américain est une énorme part, toute chose, proportionnellement du PIB. C'est toute une économie avec une machine à faire du lobbying qui est très important. Il y a plusieurs candidats qui sont très reconnus comme des cibles de ce lobbying. Marco Rubio en était un du côté des républicains en Floride. Je ne suis pas spécialiste sur la question des prisons, mais on enferme davantage les Noirs en fait aux États-Unis. Bah oui, c'est-à-dire que on en avait parlé ensemble une fois. Tu avais utilisé ce terme de matière première de l'homme noir pour les prisons, ce qui, si on regarde les statistiques, est une réalité. C'est-à-dire qu'un homme noir sur 3 va à un moment donné, statistiquement, aller en prison. Un homme noir sur 3 aux États-Unis va en prison, va au moins une fois en prison dans sa vie. Oui. D'accord, c'est dingue quand même en termes d'inégalité. C'est des pansements que nous mettons sur des problèmes d'inégalité sociale, économique et de discrimination raciale structurelle aux États-Unis, parce que malheureusement, quand on est dans ces situations de ces ghettos, ces inner cities, on a un effet aussi d'accès très faible à des distributeurs de nourriture saine, de qualité, de petits commerces,
de travail et d'emploi. C'est pour ça que les taux de chômage sont 2 fois plus élevés chez les Noirs que chez les Blancs, un peu moins chez les Latinos, mais c'est respectivement chez les Blancs 4, 6 et 8 à peu près, si on catégorise les choses comme ça. Désolé, parfois c'est un peu émotionnel pour moi de parler de ça, parce que c'est des réalités qu'on ne peut pas nier, mais qui sont assez tristes. Il y a d'ailleurs un documentaire passionnant là-dessus qui s'appelle The Home I Live In, qui décrit parfaitement le système carcéral américain et la politique pénale américaine, qui vise plus particulièrement les Noirs, et ça nous ramène aux inégalités dont tu parles très bien dans ton livre, oui, en citant un soutien de Trump qui dit à une femme: si vous êtes africaine, retournez en Afrique. Pour moi, ce qu'a fait Trump, c'est pas juste de révéler des divisions et de la discrimination raciale qui persiste. Forcément, il y a toujours une partie de la population qui est susceptible d'exprimer une haine raciale. C'est dans tous les pays. C'est un projet qui est difficile, qui est un défi de vivre ensemble pour tout le monde. Et les États-Unis ont le mérite d'avoir construit un multiculturalisme pendant plus d'un siècle, qui est fondé sur l'immigration depuis le 15e siècle, si on est très précis. Et Donald Trump, pour moi, n'a pas respecté autant les Américains dans comment il a parlé de certains d'entre eux, mais non plus ce projet-là qui est de construire le vivre ensemble, qui est difficile. C'est pas un crime de le reconnaître, mais de simplifier les choses en disant que les Mexicains sont des criminels et des violeurs et des dealers de drogue, et il faut construire un mur pour leur barrer la route, que les musulmans, je ne souhaite plus les voir aux États-Unis, qui était d'ailleurs juste de la rhétorique de campagne, parce qu'il est totalement revenu sur ses propositions. Mais pour moi, parce que cette citation-là vient d'un meeting pendant sa campagne. Je ne dis pas que tous les Américains s'expriment de telle façon, mais il a réveillé beaucoup plus cette haine raciale et cette propension à juste dire que c'est la faute de l'autre, qui pour moi est non seulement une tactique politicienne de la plus ancienne, et on aurait dû évoluer depuis, et pour moi c'est pas révélateur de plus de haine raciale qui existe aujourd'hui. C'est juste que nous avons des tendances dans l'économie, sur les questions sociales, surtout l'inefficacité de la politique américaine à cause de l'influence des intérêts privés, comme on en a parlé, qui fait qu'on n'a pas répondu aux préoccupations du citoyen moyen, des classes moyennes et populaires qui sont de plus en plus appauvries, autant d'un point de vue proportionnel aux plus riches, parce que la concentration de la richesse a aussi connu une courbe exactement comme la courbe de la hausse des financements privés des campagnes, c'est-à-dire elle augmente depuis, et même depuis la crise de 2008, encore plus de richesse va vers les 1% des plus riches, et les records en primes pour les personnes de Wall Street ont été en 2009 et les années qui ont suivi la crise financière qu'ils ont créée. Et donc ces Américains-là, ils sont très énervés d'être totalement exclus par la politique économique américaine. Et Donald Trump est venu rajouter cette question de race, parfois directement, parfois indirectement. Et pour moi, elle n'est pas révélateur du fait que les Américains sont quand même aujourd'hui plus ouverts qu'ils ne l'ont jamais été. Les États-Unis sont divisés d'un point de vue politique, d'un point de vue géographique, ruralité et urbanisation, d'un point de vue d'accès à l'éducation, mais ils ne sont pas plus racistes aujourd'hui qu'ils étaient avant. C'est une lutte constante, et ce n'est pas aux politiques de venir amener une dose de racisme dans sa campagne pour élever les foules et montrer qu'il y a certaines personnes, certains blancs dans les territoires ruraux, qui effectivement vont sortir des propos ridicules. Si on amène de l'éducation, si on amène de l'activité commerciale et de la vraie économie réelle au niveau local, on construit du vivre ensemble, si on s'organise pour accueillir l'immigration, on peut construire une très très belle société, et c'est la faute de paroles comme celle de Donald Trump qui fait qu'on revient en arrière de manière périodique, et là on a vraiment pris 10 pas en arrière parce que ces propos sont sans précédent. Et j'entends beaucoup de personnes dans le Parti républicain qui disaient, pour essayer de justifier le fait qu'ils soutiennent Trump, qu'ils n'avaient pas du tout envie de faire au départ, mais parce qu'ils sont hypocrites et opportunistes, ils l'ont fait.
ils se disaient, non, il y a des gens qui sont très en colère à cause de l'immigration illégale sur la frontière. Eh bien, très bien, allons gérer de manière intelligente la question d'accueillir des personnes qui dépassent la frontière, qui arrivent aux États-Unis quand on a une situation qui n'est pas capable de les accueillir. Ça veut dire s'organiser pour qu'il y ait une belle intégration et que nous vivions tous ensemble. Si on est capable de le faire pendant plusieurs siècles, on est capable de le faire aujourd'hui avec des moyens techniques et d'éducation et d'information beaucoup plus sophistiqués qu'auparavant. Il faut juste en parler de manière intelligente. Dire qu'on va construire un mur, c'est tellement absurde, c'est tellement... Il a cité aucun chiffre quand il a parlé de l'immigration illégale, et s'il l'avait fait, on aurait réalisé qu'en fait, l'immigration illégale a augmenté constamment pendant George W. Bush, et s'est stabilisé et a même baissé d'1 million de personnes pendant Barack Obama. Mais ça, il ne voulait pas le dire. Tout ce qu'il a dit, c'est on a une violence du plus haut niveau dans certaines villes aux États-Unis, et on a des criminels qui viennent du Mexique, et on a des musulmans qui sont terroristes. Et tous ces amalgames-là, ça divise la population plus qu'elle souhaite l'être. Et c'est ça que je lui reproche et que je trouve est dangereux pour l'avenir. Et maintenant, il revient sur plein de questions, sur plein de propositions qu'il avait faites, qui montrent très très bien que c'était simplement de la rhétorique et il disait ces choses-là juste pour être élu. Donc c'est une manipulation du système. Il l'admet lui-même finalement. Il admet lui-même. C'est une manipulation du système politique qui est à bout de souffle à cause de ce que nous avons vu. C'est une manipulation de plusieurs parties de la population américaine qui souffrent. Et surtout, c'est des fausses promesses qu'il leur a faites. Parce qu'il disait « je veux rendre à l'Amérique sa grandeur ». Mais qu'est-ce qui était la grandeur de l'Amérique? Il n'a jamais précisé ce que c'était. Justement, il y a une chose que j'aimerais rappeler, on en parlait tout à l'heure juste avant de commencer le débat, c'est que Donald Trump n'a pas été élu par une majorité d'Américains, parce que le vote populaire a été remporté par Hillary Clinton. Donc j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que ça se passe. Il y a 51 États aux États-Unis, comment est-ce qu'on peut remporter le vote populaire avec 2 millions de voix d'écart, je le rappelle, c'est quand même important, et finalement ne pas être élu. Le système américain politique est construit sur le fédéralisme, sur le fait que chaque État joue un rôle à une autonomie par rapport au gouvernement et au système national. Et donc les États ont beaucoup plus d'autonomie, c'est beaucoup plus de décentralisation. Limite, ils ont construit le pays différemment que plusieurs pays européens, dont le nôtre. Pas l'Allemagne, qui justement a ses Länder et ses régions, mais les États-Unis donc ont 50 États qui ont chacun leur assemblée législative, leur série de lois, qui ont beaucoup plus d'autorité et d'impact que les conseils régionaux et les conseils départementaux en France. Pour refléter ce fédéralisme, depuis le début, nous avons un collège électoral qui élit le président et le vice-président. C'est-à-dire que chaque État a un certain nombre d'électeurs en fonction de sa population et en fonction du nombre de personnes qu'ils envoient à la Chambre des représentants, pas au Sénat, parce que c'est 2 sénateurs pour chaque État, mais en fonction du nombre de représentants, donc de députés. Donc la Californie en a le plus, ils ont 55 électeurs, et donc quand Hillary Clinton a gagné la Californie, elle a pris ses 55 électeurs. Quand Donald Trump a gagné les 29 électeurs de la Floride, qui est un État très peuplé aussi, il a pris ses 29. Et donc Donald Trump a gagné plus d'électeurs en fonction des États qu'il avait gagnés que Hillary Clinton. Il est arrivé au nombre magique qui est 270. Il faut arriver à 270 électeurs pour gagner l'élection. Qu'est-ce que ça change? Ça change comment on fait campagne, déjà. Ça change comment on fait campagne parce qu'on va forcément cibler des États qu'on appelle clés, des États qui basculent d'une élection à l'autre, démocrate ou républicain, des États qui ne votent pas toujours pour un parti ou l'autre, et les États qui sont justement beaucoup plus, qui historiquement votent toujours pour un parti, on passe un peu moins de temps pendant la campagne dans ces États-là. Ça change aussi le fait que les citoyens n'élisent pas directement le président. Ce qui se passe, c'est que ces électeurs-là, après l'élection, vont eux voter pour le président. Ce qui se passe, c'est que ces électeurs sont quasiment tout le temps alignés avec la personne qui a gagné l'État, c'est-à-dire que les 55 électeurs de la Californie voteront Clinton, les 29 de la Floride voteront pour Trump. Il y a des cas de quelques électeurs qui sont appelés les faithless electors, qui n'ont pas de loyauté, qui votent pour l'autre, qui votent pour un autre candidat ou qui ne votent pas. Mais ça n'a jamais fait basculer l'élection. Donc en gros, il y a toujours eu un respect de ce qui a été voté dans chaque État pour le président dans l'ensemble. C'est-à-dire le candidat
n'a pas gagné le collège électoral et ensuite n'a pas été élu par le collège électoral. En défi du vote populaire de tous les États. Maintenant, la chose à noter, c'est que effectivement, puisqu'il y a des États qui sont très peuplés et une population très inégalement répartie, si le vote populaire est remporté par un des candidats, et là Hillary Clinton elle a gagné 2 millions de voix de plus que Donald Trump, elle n'a pas nécessairement gagné suffisamment d'électeurs dans les États qui comptaient. Et Donald Trump a gagné plusieurs États qui, dans l'élection de Barack Obama, avaient voté démocrate, et donc il a remporté ces États-là, ce qui lui a donné, c'est des États qui coûtent cher en termes d'électeurs, parce qu'ils ont une population, ils ont beaucoup d'urbanisation, une population élevée. L'État qui est le plus emblématique de ce discorde entre vote populaire et collège électoral, entre conservatisme et progressisme, entre parti républicain et parti démocrate, c'est la Floride. Et la Floride, dans l'année 2000, dans l'élection de George W. Bush, avait été tellement contestée, tellement serrée, qu'il y a fallu 2 mois pour recompter les votes. Et c'est en effet une décision finalement de la Cour suprême, 5 à 4 en termes de juges, il y a 9 juges à la Cour suprême, qui a décidé on arrête le recomptage, c'est George W. Bush qui remporte la Floride et qui remporte ses 29 électeurs et donc l'élection présidentielle. Les médias jouent un très très grand rôle dans médiatiser les sondages, ceux qui jouent un rôle sur qui on choisit, etc. Il y a tout un système d'aller côtoyer les élites, de se montrer dans les médias et d'être connu qui est primordial. Et paradoxalement, Donald Trump, qui montre que ce système-là, les Américains en ont aussi un peu ras-le-bol, a su utiliser ce système et montre les limites. C'est-à-dire que Donald Trump a pu cocher plusieurs cases en termes des objectifs pour les candidats à la présidentielle, même avant d'avoir commencé. Parce que la première case à cocher, c'est être connu. Être connu et pouvoir être sondé, pouvoir être... Et Donald Trump était très connu. Alors il était très bas dans les sondages, parce que les gens ne le prenaient pas au sérieux, ce qui était une sous-estimation, forcément, grave. Mais Donald Trump était connu. Quand on demandait aux gens de l'électorat républicain, qui connaissez-vous sur Donald Trump, Jeb Bush, Marco Rubio? Hillary Clinton aussi était connu. Mais oui. Ah ouais, alors, mais on reviendra. Mais il n'était pas contre Hillary Clinton au début. Il était contre les 16 autres candidats du Parti républicain. Il y en avait 16. C'est là où ça a commencé finalement le scandale. Il y en avait 17 avec lui. Et les médias ont adoré Donald Trump aussi. Même si lui, il les a critiqués, il les a juste assassinés pendant 1 an et demi, mais il l'adorait aussi parce qu'il générait des énormes audiences. Il générait des énormes audiences et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une remise en question par cette élection. Il le mettait au milieu de la scène et Donald Trump, face à 16 candidats, qui a beaucoup d'expérience dans la télé-réalité, qui est vu comme quelqu'un de très autoritaire, machiste, voilà, savait très bien comment gérer cette situation, d'être sur scène avec 16 autres personnes. Plus on avançait, c'était de moins en moins, mais il n'était jamais face à face dans un débat de la primaire. Et c'est pour ça qu'il a bien géré la primaire, il a dominé la primaire. Il a utilisé des façons très catchy pour dénoncer ses adversaires en disant Little Marco, Petit Marco, en disant Lying Ted, Ted le menteur, en parlant de Hillary Clinton en disant Crooked Hillary. Il est très doué pour caricaturer, envoyer des slogans, la phrase choc, et ça dévie très très bien pendant un débat de 16 autres candidats. Il n'avait pas besoin de développer beaucoup sur le fond. C'est un débat où il est très à l'aise. C'est pour ça qu'il y a un consensus, il a perdu les 3 débats contre Hillary Clinton parce que c'était du face-à-face. Moi j'ai une autre analyse depuis, et forcément c'est facile de le faire en rétrospection, mais Donald Trump a quand même fait passer son message dans les débats contre Hillary Clinton. Parce que, et c'est pas moi qui ai vraiment analysé les choses comme ça au départ. J'avais une discussion avec un prof à Sciences Po qui m'a bien, il m'a convaincu. En tout cas, on parlait du fait que si on éteint le son pendant les débats Hillary Clinton et Donald Trump, le message de Donald Trump passe mieux que celui de Hillary Clinton. C'est-à-dire, elle, on la voit comme le système dont on en a marre et la souffrance et la corruption, etc. Parce qu'elle parle de manière... Pourquoi on l'aime pas justement? Il arrive. Et Donald Trump, on voyait justement qu'il était ce candidat anti-scène. Bah, on l'aime pas parce que... Parce que tu l'as dépeint quand même comme un personnage. Oui. C'est le choix entre la peste et le choléra finalement quand tu parles de Clinton. Contre une très mauvaise grippe et le choléra. Ouais. Je nuance quand même un peu parce que Donald Trump pour moi c'était vraiment la catastrophe. Et Hillary Clinton a une belle expérience dans le service public et dans la vie politique.
et que je lui fais des reproches très durs sur ce qu'elle a voulu faire pour mener sa campagne, c'est-à-dire lever énormément de fonds. Lever énormément de fonds même avant qu'elle soit candidate en faisant des discours rémunérés, notamment chez les grandes entreprises de Wall Street, juste après la crise financière, qui avait annihilé l'économie américaine et qui avait créé 7 millions de chômeurs de plus et 8 millions de personnes sans logement. Et elle avait fait plein de discours pour lancer sa machine. Forcément, elle voulait être candidate à la présidentielle depuis sa défaite dans les primaires contre Barack Obama. Je soutenais forcément qu'il y ait une première femme présidente aux États-Unis, mais pas juste pour le fait qu'il y ait une première femme, c'est juste que les États-Unis sont largement en arrière là-dessus. D'ailleurs, ça a nui à son discours parce que l'argument féministe n'a pas du tout pris pendant la campagne. Parce que autant on pensait qu'elle ne représentait pas suffisamment le self-made woman, parce qu'elle avait été, elle est la femme de Bill Clinton, qu'elle a beaucoup soutenu et il a beaucoup profité d'elle. C'était un énorme avantage pour lui dans sa carrière politique. Donc il y a plein de choses qui sont injustes contre elle, mais plein de choses qui sont légitimes, qui sont qu'elle a beaucoup trop représenté un système élitiste corrompue dont les Américains voulaient se débarrasser. Puis sur Clinton, il faut dire aussi une chose, c'est qu'elle est très va-t-en-guerre. Alors ça c'est un bon point. Elle a été du mauvais côté de l'histoire sur la crise financière en se rapprochant excessivement de Wall Street et des grandes industries. Elle a été du mauvais côté de l'histoire sur la guerre en Irak. Elle a voté pour la guerre en Irak. Ça lui a coûté beaucoup la campagne de 2008 contre Barack Obama, qui n'avait pas voté pour la guerre en Irak et qui lui a reproché cela. Et pour moi, qui reste une des plus grandes erreurs de politique étrangère du siècle. Et elle a été assez militariste quand elle était secrétaire d'État avec la Libye. Selon plusieurs journalistes, elle a été très influente sur Bill Clinton quand il s'agissait d'aller bombarder le Kosovo. Elle était très proche de Madeleine Albright, qui était la conseillère de Bill Clinton. Donc on lui fait ce reproche-là avec beaucoup de légitimité du côté démocrate comme du parti. Et Donald Trump, lui, ne l'est pas pour le coup. Il dit on va s'occuper un petit peu des Américains avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, ça a séduit ça aussi. Oui, c'est Put America First. Est-ce qu'il va le faire, etc. Est-ce qu'il va le faire, on ne sait pas. Mais en tout cas, son discours permet de faire un contraste extrêmement clair entre celui de Hillary Clinton et tout ce qu'elle incarne et tout ce qu'il incarnait lui et son discours. Et moi, parler aussi d'une chose, on a vu et on a pu le voir dans de nombreux reportages, on sait qu'il y a eu une désindustrialisation aux États-Unis, oui, comparable à ce qu'on connaît en France et en Europe, et qu'il y a beaucoup de régions qui se sont retrouvées sinistrées comme ça, un petit peu mordues par le chômage et oui, par la désertification, oui, industrielle, sociale, oui, associative. Oui. Ça a énormément joué ça aussi dans la victoire de Donald Trump. Oui, les ouvriers, les personnes dans des territoires dans la ruralité profonde qui ne bénéficiaient pas, c'est peu de le dire, de la mondialisation économique, de la politique économique du ruissellement vers le bas qui a commencé vraiment lancé par Ronald Reagan. Très vite, le ruissellement vers le bas, c'est le trickle-down economics, c'est la théorie économique que lance Reagan dans les années 80, qui consiste à, on enlève un peu les impôts, on défiscalise les plus hauts revenus et on pense qu'ils vont investir. Et donc, en investissant dans des projets, des entreprises, la richesse ruisselle vers le bas et arrive aux classes moyennes et populaires. C'est pas passé comme ça, ils ont fait des bas de laine plutôt que... Non, ça n'a pas... D'ailleurs, sur plusieurs années, les études au tout début, c'était quand on défiscalisait les plus hauts revenus, on voyait qu'il y avait de plus en plus d'épargne ouais, ou de placements en bourse. Et si on regarde la concentration de la richesse entre 1980 et 2010, c'est la courbe exactement pareille, la même courbe que les revenus dans le monde de la finance. Et c'est la courbe inverse aussi du taux de syndicalisation dans le secteur privé. Donc il y a eu, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur cette désindustrialisation et cette déconstruction de ce qu'il y avait comme protection sur le travailleur et l'ouvrier, il y a eu de moins en moins de sécurité et d'opportunités économiques, de hausse des salaires des ouvriers. Leur salaire d'ailleurs, corrigé pour l'inflation, pour la plupart a baissé. Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, on peut considérer que quand on indexe les salaires sur l'inflation, ils ont baissé. Oui. Quand les revenus du capital ont très fortement augmenté. Oui.
Là, c'est caricatural. Les chiffres sont phénoménales quand on regarde les revenus qui ont augmenté pour les personnes qui ont les 1% des plus riches, et pour les 0,1% des plus riches, ça a augmenté de manière phénoménale. Il faut savoir que 34% des milliardaires dans le monde entier sont américains. D'accord. Les classes milliardaires aux États-Unis. Je ne dis pas que je ne vais pas avoir un discours simplement de gauchiste, c'est des analyses statistiques qui sont faites par Joseph Stiglitz, par Paul Krugman, par Thomas Piketty, par l'ancien secrétaire de travail de Bill Clinton qui a quitté son cabinet parce qu'il disait que même Bill Clinton ne menait pas suffisamment une politique de lutte contre la pauvreté et de redistribution de la richesse. Il s'appelle Robert Reich. C'est l'analyse de Peter Edelman, qui est un autre conseiller de Clinton, qui a quitté son cabinet en disant que la politique qui était menée n'était pas suffisamment sociale. Il y a un consensus dans le monde économique que le ruissellement vers le bas n'a pas marché, que la désindustrialisation a énormément affecté certains territoires, et quand Donald Trump a dit « je veux rendre à l'Amérique sa grandeur », peu importe ce qu'il disait comme proposition, parce que lui, il ne parle pas de redistribution de la richesse, il ne parle pas de création, il dit juste « je veux être le président qui crée le plus d'emplois », et il est reconnu comme quelqu'un qui construit des choses concrètes, des bâtiments, etc. C'est comme ça qu'il a réussi sa vie de businessman. Et je vois ta main levée. Mais pour dire la dernière chose là-dessus, c'est que Donald Trump, il a un programme économique qui est un peu plus keynésien que les conservateurs et les républicains habituels. Donc il a réussi à jouer sur les deux terrains. Et la désindustrialisation dans le Michigan, dans la Pennsylvanie, dans l'Ohio, l'Iowa, c'est une réalité, et ils se sont mobilisés en faveur de Trump. Barack Obama avait réussi à gagner ces territoires parce qu'il était vu comme un peu moins corporatiste et proche des lobbies de Wall Street que Hillary Clinton, parce qu'il a fait campagne dans ces territoires en mobilisant des techniques et des équipes sur le terrain très considérables. C'était avant la crise économique aussi. C'était quand elle a commencé. Voilà. Donc l'Amérique était en meilleure santé. Voilà. Et il a mobilisé le vote afro-américain. Si on fait de la sociologie électorale, il a quand même mobilisé le vote afro-américain un peu plus que Hillary Clinton. Donc pour toutes ces raisons, Hillary Clinton a perdu face à Donald Trump, et il y avait les ingrédients pour ne pas être surpris de ces résultats. Oui, une chose dont j'aimerais parler, et puis ça te tient très à cœur, puisque c'est ce que tu enseignes à Sciences Po, où tu es maître de conférence, c'est l'environnement et l'approche environnementale, en tout cas, de Donald Trump. Oui. Et en fait, c'est assez risible quand il dit que... Moi, ça m'a fait rire, quand il dit que l'environnement et les questions environnementales, du moins les problèmes, sont une invention des Chinois. Oui, il dit que le changement climatique est un problème inventé par les Chinois pour affaiblir l'économie américaine. Sachant que les Chinois ont un problème de pollution de l'air qui est phénoménal, et que des milliers de manifestations ont lieu chaque année. Donald Trump a juste balancé encore une fois de la rhétorique du Parti républicain, qui est un parti qui, dans son ensemble, est hostile aux mesures de lutte contre le changement climatique, et qui a nié la science du changement climatique depuis longtemps, mais qui a fait un revirement climato-sceptique depuis 3 élections. En 2 élections, effectivement, on a vu que les Américains étaient capables du meilleur en élisant Barack Obama, c'était un peu inattendu aussi, et puis là du pire probablement, en offrant la victoire à Donald Trump, seul contre tous en plus, seul avec ses idées. Je voulais vous remercier d'être venus, vous tous, d'avoir été attentifs. J'ai trop parlé, j'espère. Non, je ne pense pas que tu aies trop parlé, mais pour le coup je t'offre le mot de la fin. Parce que... Ben, je veux terminer sur une note optimiste, parce que je fais pas une image assez difficile à accepter d'une certaine manière du pays qui a servi de modèle d'une certaine manière pour le reste de l'humanité pendant très longtemps. Et qui est que ce vote de Donald Trump, pour moi, est dangereux, potentiellement. C'était un des très grands risques, autant par les personnes qu'il a nommées dans son cabinet que par certaines positions qu'il a prises. Il n'y a pas beaucoup d'attentes non plus sur lui d'une grande partie de la population, donc c'est possible qu'il dépasse certaines attentes dans le positif. Mais ça doit au moins servir à ce que les Américains se réveillent et se mobilisent en faveur, pour moi, d'un mouvement
civile en faveur de la santé publique, de l'environnement, de l'assainissement du système politique. Et je pense qu'il faut être prêt à se mobiliser contre Donald Trump, mais il ne faut pas penser que c'est impossible de lutter contre lui. Il y a les outils et il y a une volonté. Il y a une certaine partie de la population qui était remontée des deux côtés, mais il y avait aussi des candidats qui avaient des discours très anti-système, mais dans le positif selon moi, notamment Bernie Sanders. Et malgré le fait qu'il y ait un vrai danger aux États-Unis, si on se réveille aux États-Unis d'Amérique et en France pour éviter certaines erreurs de ce côté, ce n'aurait pas été une élection pour rien. Mais il faut être vigilant à ce que la souffrance qui existe ne soit pas empirée. Et pour cela, je pense qu'il est temps qu'on revoie un mouvement très citoyen, comme on l'a vu dans les années 60 et 70 aux États-Unis, qu'on le revoit aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on peut dire que peut-être qu'on a pris 10 pas en arrière, mais si on franchit cet obstacle, on peut accélérer dans le progrès de l'autre côté de cet obstacle-là. On peut espérer en tout cas que de nombreux Américains manifestent leur colère et l'expriment aussi bien que toi dans le livre Hello Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère. On a bien compris que tu l'étais. Merci Henri d'avoir été avec nous ce soir. Une séance de dédicace est organisée avec Henri Landès. Anne-Marie, je te remercie. Merci beaucoup Anne-Marie pour les cafés d'Alcom, c'est le dernier de l'année, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. Oui. Merci pour toute l'énergie que tu y mets, c'est un vrai plaisir de travailler à tes côtés et j'aime te le dire et te le redire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.